De vous à nous. De vous à nous. De vous à nous. Votre émission de décryptage de l'actualité sociopolitique de la semaine avec un invité en studio. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de votre émission de décryptage de l'actualité sociopolitique de vous à nous. Ce dimanche 22 octobre 2023, nous recevons en plateau Dr Guy Dossou Mitokpe, premier secrétaire à la communication du parti Les Démocrates. Pendant une soixantaine de minutes, notre invité du jour se prononcera sur plusieurs sujets d'intérêt majeur, notamment sur les résolutions, j'y arrive, issues du congrès ordinaire de ce parti. Bonjour à vous. Monsieur Guy Mitokpe, merci surtout de nous consacrer ce temps d'antenne pour passer en revue ces quelques sujets de l'actualité nationale et internationale. Je salue tous les auditeurs et auditrices, je salue tout le monde. Je voudrais rectifier quelque chose. Il faut dire que j'ai été à la base de ceux qui ont aussi diffusé ça. C'est pas premier secrétaire, en fait, c'est secrétaire à la communication. D'accord, voilà qui est bien dit. Entrons déjà dans le vif du sujet. Première interrogation, votre formation politique a tenu le week-end dernier à Parakou son premier congrès ordinaire avec le renouvellement des membres du bureau, un parti que dirige désormais l'ancien chef d'État et président d'honneur du parti, j'ai nommé M. Thomas Boniaï. Alors, dites-nous, comment en est-on arrivé à cette étape et pourquoi avoir choisi ce moment pour la tenue de ce congrès? Merci infiniment, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant toute chose, remercier le Seigneur qui m'a permis d'être présent dans vos studios. Remercier aussi le Seigneur pour la tenue du congrès du week-end dernier. Remercier nos populations, remercier les responsables du parti Les Démocrates, remercier les sympathisantes, sympathisants, militantes et militants du parti Les Démocrates. Et donc, vous avez posé la question de savoir pourquoi maintenant ce congrès. Je crois que c'est statutaire, parce que il y a 3 ans de cela, le parti voyait le jour, plus précisément en juillet 2020. Et donc, en juillet dernier, ça faisait 3 ans que le bureau qui dirigeait était sur pied. Et selon nos tests, les tests du parti, je crois que le renouvellement du bureau doit se faire chaque 3 ans. Et donc, on a fait un conseil national en juillet dernier, 2023, et ce conseil a préparé les événements du week-end dernier que vous avez suivis, c'est-à-dire le congrès, le premier congrès ordinaire du parti. Et donc, c'est en respect aux dispositions de nos tests que nous avons organisé le week-end dernier, le premier congrès ordinaire du parti qui a consacré le président Boniaï comme désormais le premier responsable de notre parti politique. Alors, il est vrai, il faut le dire, il est vrai que le choix de la majorité au poste de président du parti, à vous en croire, a été porté sur Boniaï, c'est vrai, mais d'aucuns se seraient attendus à ce que ça soit le vice-président, l'honorable Eric Ndete, par exemple, qui soit plébiscité. Qu'est-ce qu'il s'est réellement passé? Parce que certains estiment Ndete a été récompensé en monnaie de singe. Récompensé en monnaie de singe, vous dites? Ouais. Non, il n'y a pas eu de désaveu. Je l'ai dit antérieurement dans vos antennes. J'avais annoncé que le président Ndete, et une fois de plus, c'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage pour ce qu'il a fait. Vous savez, il a été parmi les premiers, pour ne pas dire le premier responsable, à nous conduire là où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, si le parti, les démocrates, fait partie des partis les plus importants de notre pays, pour ne pas dire le plus important de notre pays, c'est quand même grâce à la combativité du président Ndete, aujourd'hui premier vice-président du parti. C'est aussi grâce à la combativité celui qui est deuxième vice-président aujourd'hui, l'honorable Achadé, et de tous les autres responsables du parti d'ailleurs, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que nous puissions en arriver là où nous en sommes. Et donc, c'est pour moi l'occasion de leur rendre hommage. Mais tout en rendant hommage, nous n'oublierons pas que la personnalité la plus influente du parti, c'est bel et bien le président Yahya Boni. Ça, c'est sans conteste. Et nous ne sommes pas dans une disposition où il y a une querelle de personnes ou une querelle entre les personnalités. Il s'agit pour nous de répondre à l'aspiration de la plus grande, de la majorité des militants, de la majorité des, voilà. Donc, il n'y a pas eu de désaveu, il n'y a pas eu de déclassement. Il y a seulement que
nous nous sommes écoutés, nous nous sommes parlés et nous avons décidé. Donc il faut s'en tenir à ça. Et quand le moment était venu pour faire cette proclamation des membres du bureau, c'était avec une grande clameur. Quand on a entendu Yahi Boni, premier responsable du parti, c'était pratiquement l'extase dans la salle. Donc pour nous, il n'y a pas eu de contestation. Vous voyez, et c'est pour cela d'ailleurs j'ai tenu à rendre gloire à Dieu, parce que c'est pas forcément une évidence dans tous les partis importants. Dans tous les partis importants, il peut arriver que le choc des ambitions puisse produire des clashs. Parce que beaucoup, je l'ai dit aussi, beaucoup annonçaient l'apocalypse, beaucoup annonçaient l'émiettement du parti, beaucoup annonçaient la fin du parti. Et donc là, vous êtes revenu en force. Nous ressortons costauds, très forts pour les prochains challenges. Et vous le constaterez avec moi. Et donc, il n'y a pas eu de sanctions comme les uns et les autres pourraient le penser. Il y a seulement eu que nous avons décidé de nous écouter, nous avons décidé d'aller de l'avant, nous avons décidé de faire ce qui est utile pour le parti aujourd'hui, parce que nous avons pour ambition de faire de ce parti, sur une longue période de temps, le parti le plus important du pays. Et l'autre chose que je voudrais vous dire, vous savez, le président Yahi pour nous, c'est un peu comme Nelson Mandela pour l'ANC. Voilà, Yahi pour nous, c'est comme ce que Habib Bourguiba en Tunisie a été pour le PSD. Et si je vais en Tanzanie avec Julius Nyerere, ce qu'il a été pour le parti Le Tanou. Et donc, Yahi pour nous, c'est la personnalité emblématique du parti. Et aujourd'hui, il n'y a pas de contestation. Nous l'avons repositionné à la première place et nous sommes partis pour de grandes victoires. Alors, revenons sur cette actualité-là. Puisque nous sommes sur De Vous à Nous, nous parlons ici sans langue de bois. Dites-nous très clairement, qu'est-ce qui est reproché à Eric Ndoundete? Peut-on déduire qu'il y a une crise de confiance qui règne au sein de votre parti politique, ou est-ce simplement une stratégie politique? Non, s'il y avait une crise de confiance, vous le sentirez dans le déroulement des travaux. C'est quand même 48 heures, pendant 48 heures que nous avons travaillé. Et avant les 2 jours de travaux, il y a eu d'abord le Conseil national. Est-ce que vous avez vu une faction du parti qui a décidé de se désolidariser ou, je sais pas, de désapprouver ce qui a été dit à Parakou? Non, nous sommes plus que jamais soudés. Nous sommes en rang serré. Il y a aussi des bruits de couloir. Non, il y a un truc qu'il ne faut pas confondre. Allez-y. Il y a eu l'expression des ambitions. Et l'expression des ambitions, pour tout bon démocrate, c'est une bonne chose. Mais quand vous êtes dans une famille et que les enfants sont majeurs, si le père est PDG, c'est un exemple, je fais un rapprochement. Tel enfant fait du non, moi j'ai envie de succéder au PDG. Tel autre dit, bon, moi je vais remplacer le financier. Tel autre dit, c'est l'expression des ambitions, on ne peut pas être contre ça. C'est même ce qui prouve la vitalité de votre entité. Donc, le parti aujourd'hui, plus que jamais, est un parti viable, est un parti important. Donc, c'est normal que les uns et les autres puissent dire, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai envie de voilà. C'est l'expression des ambitions. C'est même pas encore le choc des ambitions. C'est simplement l'expression des ambitions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça prouve que nous sommes vivants, ça prouve que nous sommes importants. Et quand les sentiments, quand l'expression des intérêts ou des ambitions s'expriment et qu'on concilie, et qu'on trouve la bonne formule, et qu'on donne le résultat qu'on vient de donner, on trouve qu'on est sur le bon chemin. Pourquoi Yahi est la meilleure option? Ce qui est attendu de lui ne peut-il pas être obtenu dans sa position de président d'honneur? Vous convenez avec moi que ce régime, malheureusement, a déconstruit nos acquis et à plusieurs niveaux. Notre démocratie est décapitée. Le doute s'est emparé de nos populations, l'incertitude, la mélancolie dans les ménages. Et donc, pour quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 10 ans et qui voit la déconstruction de tout ce qu'il a mené comme action pour que le pays puisse être repositionné dans le Conseil des Nations, mais c'est normal qu'il puisse, à un moment donné, dire, je serai à une position où je serai encore plus actif au niveau d'un parti politique. La Constitution l'autorise. Les thèses de nos partis ne le condamnent pas. Donc, pourquoi vous ne voulez pas qu'il soit encore plus au fait de nos actions? Et donc, nous avons décidé qu'il soit le commandant en chef. Il y a eu comme notre commandant en chef, c'est une garantie qu'il donne non seulement à nous qui sommes au sein du parti, mais c'est une garantie qu'il donne aux Béninois. Pendant 10 ans, ce monsieur n'a pas été rejeté. Et laissez-moi vous préciser que depuis le renouveau démocratique, tous les pouvoirs qui se sont succédés ont connu au moins une frontière fermée à un moment donné de leur gouvernance. Ce qui prouve qu'il y a eu crise avec les voisins. Sous le président Mathieu Kérékou, on a connu la fermeture de nos frontières avec le Nigeria, l'affaire Amani Tidjani. Je sais que vous vous souvenez.
avant lui, avec le président Nicéphore Soglo Dieudonné, on a connu la fermeture toujours avec le voisin de l'Est, le géant de l'Est, avec la crise entre le président Nicéphore Soglo et le président Feu Abacha. Mais le seul qui a fait 2 mandats, le seul qui a fait 10 ans sans que jamais nos frontières ne puissent être fermées, c'est bel et bien le président Yahya Boni. À aucun moment, ni avec le Niger, ni avec le Nigeria, ni même avec la mer, jamais nos frontières n'ont été fermées quelque part. Mais on vous entend parler... Ce régime est un régime belliqueux. Et il faut avoir le courage de le dire. Non seulement, à plusieurs reprises, le Nigeria nous a fermé nos frontières, ce qui fait des désagréments énormes au niveau de nos populations. C'est vrai que le Nigeria aussi, de son côté, va ressentir. Mais comme si cela ne suffisait pas, la frontière est fermée aujourd'hui avec le Niger. Vous me direz que c'est dans le cadre de la CEDEAO. Et je vous répondrai que le Togo aussi est dans la CEDEAO. Et vous me direz ensuite que le Togo n'a pas de frontière avec le Niger. Et je vous dirai que le Togo joue vrai et bien. Mais à côté de ça, le gouvernement a mené de nombreuses actions, ne serait-ce que pour contenir cette période-ci. Mais vous savez, quand vous avez une frontière aussi importante que la frontière de Malanville, plus de 2000 camions alignés. Le gouvernement actuel est en train de détruire ce que les prédécesseurs ont fait avant que eux ils ne viennent. Il faut dire à ce régime et à son premier chef que nous n'avons pas les moyens de rentrer dans un conflit avec le Niger. Parce qu'on dit, j'ai entendu un député la dernière fois dire, c'est dans le cadre de la CEDEAO. Mais on peut être plus réaliste que le Nigeria dans la CEDEAO. Qui dans la CEDEAO paye plus que le Nigeria? Qui cotise plus que le Nigeria? Mais dans cette crise, le Nigeria a su raison garder. Mais nous, on a pris la place du roi. Et on dit à ceux qui sont actuellement en train de diriger Niamey que non, par tous les moyens. Parce que lorsque le président Talon parlait, il pensait que c'était l'opposition béninoise. L'opposition béninoise qu'on a traumatisée depuis 2016-2019. En montant sur ses grands chevaux, en remettant en cause les choses. Mais il paraîtrait que vous avez refusé d'aller aux élections. À quelle élection? À quelle élection on a refusé d'aller? C'est nous qui avons fait sortir le certificat de conformité en 2019. C'est l'actuel président de l'UP Le Renouveau, étant président de la Cour constitutionnelle, qui en plein match a changé les règles du jeu au cours du jeu. Parce que le certificat de conformité, c'est une pièce qui a été sortie pour éliminer tout le monde. Une exclusion collective. Depuis 1960, on n'a jamais vu ça en République du Bénin. Et l'autre chose, mais écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Gouverner, c'est prendre en compte l'intérêt supérieur du peuple. Et ce que ce régime est en train de faire avec notre peuple, il faut des gens qui ont dirigé avant Talon pour montrer que diriger un pays, c'est pas diriger une entreprise. Diriger un pays, c'est savoir avoir une notion diplomatique assez poussée. Et c'est la leçon que le Togo est en train de nous donner. Sinon, vous avez vu cette note circulaire où les dirigeants actuels du Niger ont dit octroyer par étape ou échelonner l'octroi de gasoil à hauteur de 10 000 mètres cubes de gasoil au Burkina Faso, au Mali et au Togo. Mais on devrait pouvoir se poser des questions. Si ce n'était que au Mali et au Burkina Faso, on dira que non, ils sont ensemble dans leur nouvelle disposition qui en soi n'est pas une mauvaise disposition. Mais en joignant le Togo à cette disposition, nos dirigeants doivent pouvoir se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils font de la diplomatie. Nous ne pouvons pas monter sur nos grands chevaux et dire que nous allons débarquer les forces armées qui d'ailleurs sont mal loties et mal logées face aux Nigériens. Donc, je crois que lorsque ces acquis sont remis en cause, lorsque ces pratiques existent dans votre pays, pour quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 10 ans, et le pays est resté dans la paix, il ne peut pas rester insensible. Il doit pouvoir prendre ses responsabilités au sein d'un parti politique et apporter son soutien aux populations afin que nous puissions aller vers des horizons plus rassurants. Alors, Guy Dossou Mitokpe, que feriez-vous sans Boni Yayi? Parce que ce que l'on vous reproche au Parti des démocrates, c'est que vous dépendez apparemment totalement et entièrement de Boni Yayi. Est-ce que vous pourriez voler de vos propres ailes? Moi, de me poser cette question, il faut la poser d'abord à l'UP Le Renouveau et au Bloc républicain. Qu'est-ce qu'ils feront sans Talon? Parce que je crois que eux, ils dépendent beaucoup plus de Talon que nous, du président Yayi. Le président Yayi... Le contexte n'est peut-être pas le même. En quoi? En quoi le contexte n'est pas le même? Allez-y. Ce qu'il faudrait comprendre aujourd'hui, c'est que nous avons demandé au président Yayi de consentir à nouveau le sacrifice. Ouais, de consentir le sacrifice, d'accepter l'appel aussi bien des militantes et des militants, mais l'appel du peuple à pouvoir nous rassurer. Parce que l'avenir est incertain avec ce régime. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce régime a remis en cause tous nos acquis. Mais j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas au Bénin. Il y a quand même des résultats qui sont quand même visibles sur le terrain.
Quel résultat? Apparemment, rien ne se fait de bon depuis 2016. Je vous pose la question. Ici, c'est moi qui pose des questions. Parfois, rien ne se fait de bon, apparemment, honorable, depuis 2016. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit un certain nombre de faits et vous pouvez convenir avec moi que je suis pas en train de diffamer. Est-ce que ce que j'ai dit, ou bien ce que je suis en train de dire, c'est pas des choses qui ont eu lieu? Bon, maintenant, pourquoi vous voulez que moi, qui suis aujourd'hui au sein du Parti Les Démocrates, je ne puisse pas dire ce que je suis en train de dire? Et donc, moi, je constate avec vous que tout ce qui se passe dans le pays aujourd'hui ne rassure pas. Voyez, lorsque le président Yahi quittait le pouvoir, les Béninois n'ont jamais su qu'on pouvait exclure toute une classe, toute une opposition d'une élection. Les Béninois n'ont jamais su qu'au cours d'une élection, on pouvait être autant traumatisé avec autant de sang versé. C'est des choses auxquelles on n'était pas habitué. Parce que avant que le président Talon ne vienne, nos élections étaient des moments de fête. C'est vrai on se chamaillait un peu, les petites querelles d'épiciers. Mais jamais on a su qu'on pouvait en arriver à ces extrêmes. Donc pour nous, il faut une désescalade. Et c'est pour cela que nous avons dit partout où nous passons que nous sommes venus avec la paix. Nous sommes venus en paix. Et donc ceux qui annoncent une probable lutte à la tête du pays entre le président Talon et le président Yahi, cette lutte n'aura pas lieu. Cette lutte n'aura pas lieu. Les responsables du Parti Les Démocrates ne sont pas des belliqueux, ce sont des hommes et des femmes de paix. Et donc nous venons en paix. C'est même parce que nous venons en paix que nous continuons de dire qu'il faut un dialogue national. Il faut un dialogue national parce que dans un pays au sein duquel des hommes et des femmes ont eu le courage de dire ce qui ne va pas. Et leur seul crime, c'est qu'ils aient dénoncé. Le cas de la ministre Madougou, le cas du professeur Joël Aïvo, et le cas du jeune Thibaut Ogou, et bien d'autres jeunes dont j'oublie le nom et que je salue au passage. Le cas de tous ceux qui sont forcés à l'exil. Vous pensez que c'est des pratiques qu'on peut perpétuer? Vous pensez que le président Talon n'est pas en train de travailler après moi le déluge? Mais il y a des faits qui leur seraient reprochés. Où mettez-vous ce côté-là judiciaire? Quel fait leur a été reproché? Vous savez, il y a une citation du savant français Montesquieu que j'aime bien, et cette citation, j'aime bien la rappeler souvent. Montesquieu a dit « Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. » Cette citation de Montesquieu, plus que jamais, est d'actualité. Parce qu'on peut trouver des raisons pour envoyer les gens en prison. Comme de cette même manière, on peut trouver des raisons avec le certificat de conformité pour balayer, pour empêcher les gens d'aller à une élection. Comme de cette même manière, moi, en 2019, j'ai été victime de l'exclusion collective. Mais en 2023, j'ai été victime de l'exclusion ciblée. Mais tout ça, c'est les pratiques du régime actuel. Et il faut dénoncer ces choses parce que, vous voyez, l'initiative ou la disposition de la loi qui dit désormais, avant d'aller à une élection, il faut payer ses impôts, en soi, c'est une bonne disposition. Vous convenez avec moi qu'en soi, c'est une bonne disposition. Parce que celui qui a envie de réclamer un mandat public doit pouvoir être à jour dans le paiement de ses impôts. Mais ce régime fait prendre... Qu'est-ce qui est reproché? Oui, allez-y. Ce qui est reproché ici, c'est que cette bonne disposition est utilisée en même temps comme une arme contre les opposants. Parce que moi, j'avais une situation fiscale zéro lorsque mon quitus fiscal a été retenu. Et donc, ces choses dans une république, c'est pas bien. Parce que lorsque vous dites aux gens de payer les impôts afin qu'ils puissent aller aux élections, vous n'utiliserez pas l'âme du paiement des impôts comme une arme de destruction, de décapitation de votre opposition. Autrement dit, après vous, d'autres le feront. C'est pour pallier à cela qu'au niveau du Parti Les Démocrates aujourd'hui, nous crions à corps et à âme en disant que nous réclamons le dialogue national. Parce que nous estimons qu'il faut nettoyer. Regardez au niveau de la liste électorale. Monsieur, bon, je n'aime pas trop dire ça parce que ça nous présente un peu comme des xénophobes. Le dialogue national, puisque vous en parlez, celui de 2019, vous avez refusé d'y participer, par exemple. Non, vous allez me laisser aller au bout de mon raisonnement parce que le dialogue de 2019 n'en était pas un. Je pourrais aussi revenir là-dessus. Allez-y. Mais je disais que le monsieur à la tête de l'ANIP aujourd'hui, qui est rwandais, mais je n'ai rien contre les Rwandais. Dieu seul sait que je suis très proche de ce pays. Mais on ne peut pas débarquer un étranger et le déposer à un poste aussi stratégique, aussi important que le poste de ces personnes qui s'occupent de la liste électorale. Et nous savons très bien la pratique au Rwanda. Vous y voyez d'inconvénients ou c'est... Non seulement, il faudrait qu'on s'asseye, car nous dénonçons cela. La meilleure manière d'être porté en triomphe, c'est de laisser un pays stable.
C'est de laisser un pays où les gènes de la division ne produiront pas des fruits de la déstabilisation demain. Et pour laisser un pays où les graines de la division ne produiront pas des fruits de la déstabilisation, il faudrait qu'on s'asseye et qu'on trouve dans le processus électoral des normes consensuelles. Au niveau de la liste électorale, nous devons pouvoir avoir notre mot à dire. Et nous saurons que c'est une liste électorale consensuelle. Au niveau de la Commission électorale nationale autonome, l'opposition doit avoir un représentant et ses yeux à ses niveaux. Au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle de M. Dorothée Sosa a été installée à pas de charge, en excluant l'opposition. Donc, ce système que M. Talon et son régime entretiennent, il faudrait qu'on en parle. Et c'est pour cela, nous disons, qu'il est important que nous puissions nous asseoir, que nous puissions parler, que nous puissions discuter. On n'a plus d'élections où tout le monde est content, tout le monde est heureux. Des partenaires techniques et financiers qui ont dit, bon, écoutez, revoyez afin que ça ne puisse pas être comme en 2019. On a même dit, si on doit les laisser aller, on va les laisser aller édentés, fragilisés. Et c'est ce qu'ils ont fait à la liste du Parti Les Démocrates. Une liste handicapée, fragilisée. Vous avez les preuves? Mais j'étais acteur. Comment vous pouvez poser la question de savoir s'il y a des preuves? Je ne suis pas un observateur. J'étais sur le terrain, je suis acteur, je sais de quoi je parle. Et donc c'est pratique, il faut les décourager. Demain, ça pourrait rattraper tout le pays. Parce que il compte parti. Mais celui qui va venir va vouloir faire comme lui. Mais peut-être ceux à qui il va vouloir le faire n'auront pas l'attitude que nous on a eue aujourd'hui. Et c'est ce qui serait regrettable. Donc pour nous pensons que c'est pour toutes ces raisons qu'au niveau du Parti Les Démocrates, nous continuons de dire la priorité des priorités aujourd'hui, c'est que nous venons non seulement en paix, avec la paix, dans la paix, mais que nous devons nous parler. Et que nous devons nous parler afin que le consensus puisse se faire sur le processus électoral. Abordons cette fois-ci un autre volet. Le parti est désormais composé de 89 responsables, tant dans le bureau politique que les coordinations départementales. Nous le savons. Alors, dites-nous, quelle offre politique proposez-vous désormais à vos militants et aux Béninois à la date d'aujourd'hui? Merci infiniment. Je l'ai dit tantôt, la priorité des priorités en ce qui nous concerne, c'est que nous puissions travailler afin que les acquis démocratiques puissent être une réalité. Lorsque vous le dites, certaines personnes disent, mais si on n'était pas en démocratie, est-ce que vous irez aux élections, à la dernière élection? Nous savons dans quelles conditions nous sommes allés à la dernière élection et nous pensons que cela ne doit plus se répéter. On ne peut pas aller à une élection à coup de chantage. En démocratie, ça ne se fait pas. Et donc pour nous, nous continuons de croire que la terre promise auquel le peuple aspire, cette terre promise ne peut pas être une réalité si vous n'avez pas une justice indépendante. Si vous n'avez pas des institutions indépendantes, elle ne peut pas être une réalité si tous les autres pouvoirs, toutes les autres institutions sont caporalisées par l'exécutif comme aujourd'hui. Et donc, la priorité des priorités, c'est qu'il faut travailler afin que cette indépendance des institutions puisse être une réalité. Lorsqu'un concitoyen aura un problème avec la justice, qu'il puisse savoir que justice sera faite, que justice sera dite. C'est comme ça on reste dans une nation qui va de l'avant. Pour nous, la priorité des priorités, c'est d'abord que nous puissions faire un retour sur ces acquis démocratiques. Ensuite, comme je l'ai dit, lorsque la démocratie elle-même est bien gérée, vous verrez que chacun jouera son rôle. Et quand chacun joue son rôle, naturellement, il y aura une croissance économique. Naturellement, il y aura plus de justice sociale. Naturellement, il y aura un essor et l'équilibre tant recherché. Lorsque le président Talon venait au pouvoir, l'IDH du Bénin était à 0,53. Et en 2023, nous sommes à 0,52. Ça veut dire qu'on a reculé. Même malgré tout le bling-bling qu'on nous présente, on a reculé. C'est-à-dire l'indice de développement humain est l'indice, selon les Nations Unies, qui est le plus proche de la réalité des populations. Et pourquoi le président Yaya a appelé aujourd'hui Papa Bonheur? Parce qu'au-delà de tout ce qu'on disait, en son temps, nos mamans sont le meilleur indicateur. Les ménages sont le meilleur indicateur pour montrer que bon, les gens mangeaient à leur faim. Difficilement, les gens ont les 2 repas aujourd'hui. Donc c'est une réalité. Et sur l'offre que nous faisons, c'est d'abord que nous puissions retourner à nos acquis démocratiques. Et nous pensons que lorsque nous retournerons à nos acquis démocratiques, cette réalité, comme par exemple l'indice de développement humain et bien d'autres indicateurs seront améliorés. Abordons un autre aspect cette fois-ci. Nous avons de nouveau réalisé l'union sacrée et mis en place une équipe solide de combat destinée à conduire à une victoire éclatante. Notre parti et le peuple béninois
dans les confrontations des élections générales de 2026. Alors, c'est Thomas Boni Yahi qui se réjouissait ainsi au lendemain des assises de Parakou. Quelle assurance donnez-vous au peuple pour le rendez-vous de 2026 puisque nous en parlons? Oui, dans cette partie du discours du président Yahi, vous devez pouvoir le contextualiser. Allez. Parce qu'en réalité, les 14 et 15 on n'était pas partis gagnants. C'était pas une évidence que ça se déroule comme ça s'est déroulé. Pourquoi? Parce que je l'avais dit en amont, les oiseaux de mauvais augure, les prédicateurs du malheur avaient prédit que ce serait l'explosion, que ce serait l'apocalypse. Et donc ici, on a démenti tous les pronostics. Et donc, le schéma politique sorti avec succès, c'est d'abord le premier indicateur et le premier élément qui montre que nous sommes véritablement en ordre de bataille pour 2026. Et pour 2026, nous continuerons de le dire. Il faudrait que tout ce qui est mis sur le chemin du processus électoral, ou bien sûr dans la voie du processus électoral, que tout ce qui est miné sur la voie du processus électoral, comme disposition de fraude, puisse être démantelé complètement. Il faut qu'il n'y ait plus d'opacité au niveau de la liste électorale. Il faudrait que la Commission électorale nationale autonome soit plus crédible et que l'opposition puisse faire son entrée. Parce que celle qui est là actuellement n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible. Sinon, Saka Lafia ne dirait pas, après quelques jours des élections législatives, que le procès verbal est caduc. Il tient ça d'où? Il tient ça de quel lexique politique ou de quel lexique électoral? Parce qu'une fois qu'on a la majorité, une fois qu'on est au pouvoir, on pense qu'il faut brimer tout le monde. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est que quand je gère aujourd'hui, c'est dans le respect des normes et dans le respect de l'autre et dans le respect de la minorité. Depuis que nos députés sont entrés au Parlement, n'ont pas manqué de dire qu'il faut aller vers le dialogue, il faut aller vers la libération des prisonniers, il faut faciliter le retour des exilés politiques. Mais finalement, qui vous refuse le dialogue, Guy Dossoumi-Tokpe? Mais c'est ceux qui doivent donner les accords qui refusent. Nous demandons le dialogue à qui? Nous demandons à M. Patrice Talon et à son régime. C'est eux qui refusent le dialogue. Nous sommes des hommes de paix. Nous sommes des hommes et des femmes de paix. C'est pour cela que nous n'arrêtons jamais de le marteler. Je vais vous poser une question. Excusez, je sais que c'est vous qui posez les questions ici. Dans tout ce que j'ai dit, depuis que je suis rentré dans votre studio, est-ce que j'ai injurié? Je n'ai pas injurié. Mais j'ai dit la vérité. Mais la vérité ne plaît pas à tout moment. Or, la vérité doit plaire à tout moment en démocratie. Je sais ce qu'on appelle la diffamation. Je sais ce qu'on appelle l'intoxication. Mais je n'ai pas diffamé, je n'ai pas intoxiqué. Je n'ai fait que dire la vérité depuis que je suis rentré dans votre studio. Et donc, quand le régime n'est pas démocratique, il refuse qu'on dise la vérité. Il souhaiterait qu'on fasse de la complaisance, la compromission. Et nous ne sommes pas pour la compromission parce que nous pensons que si la vérité ne se disait pas, et ils n'auraient pas la possibilité de poser leur candidature en 2016 jusqu'à diriger le pays un jour. Mais à vous écouter, c'est comme si tout était aussi rose en votre temps. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. C'est Félix Houphouët-Boigny qui le disait. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Au temps de Yahi, et on était honnête quand on pensait qu'on était en dictature. Mais Talon est en train de nous montrer qu'au temps de Yahi, c'était échauffement, c'était un échauffement. C'est pas qu'on est en train d'insulter ou qu'on est en train d'injurier. C'est qu'on a accepté d'être honnête envers soi-même et d'être honnête envers nos auditeurs et envers le peuple. Donc pour moi, on dénonce ces choses. Alors en conclusion, pour 2026, il y aura la restauration de la démocratie qui pour vous n'a plus sa place depuis 2016. C'est ça, en conclusion? Non, en 2026, nous aurons, selon les tests actuels de la République, les élections générales. Et nous, au niveau du parti Les Démocrates, nous pensons que nous devons prendre toutes les dispositions afin de sortir vainqueur des élections générales de 2026. C'est-à-dire au niveau des élections législatives. Que le peuple puisse nous accompagner dans notre projet. Et qui, je l'ai dit, en priorité, et que nous puissions faire de telle sorte que les nouvelles lois des nouveaux dirigeants puissent restaurer véritablement la démocratie. Et que institution, chaque pouvoir puisse rester dans son couloir. Et donc, que les populations donnent la majorité au niveau des législatives, que la population donne la majorité au niveau des mairies, et enfin, que le président qui sera élu des élections générales, de l'élection présidentielle de 2026, puisse être le candidat du parti Les Démocrates. Mais nous ne sommes pas naïfs. Mais tout cela se fera dans le dialogue et dans la paix. Alors, on a pu entendre, par exemple, courant cette semaine, l'ex-député Rachidik Badamassi dire que l'ex-président, je cite, Boni Yahi perd la sagesse et la capacité d'arbitrage et de médiation que lui confère ce statut. Est-ce que quelque part il n'a pas raison? Vous venez de citer qui? L'honorable Rachidik Badamassi. À l'honorable Badamassi, qui aurait fait une déclaration. Vous savez, vous n'avez pas été... Bon, c'est vrai que vous êtes la première personne à me poser cette question. Une conversation que j'ai eue avec mon grand-père. Et un jour, un monsieur s'en est pris à mon grand-père.
Et j'étais encore tout jeune. Je regardais impuissamment ce monsieur s'en prendre à mon grand-père. Et j'ai posé la question à mon grand-père à savoir, mais grand-père, mais pourquoi depuis le monsieur là t'insulte, tu ne réponds pas? Mon grand-père ne m'a pas répondu. Je reviens une deuxième fois, mais grand-père, j'ai suivi moi-même la scène. Mais pourquoi le monsieur là t'insulte depuis et grand-père tu ne réponds pas? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et mon grand-père, une seconde fois, ne m'a pas répondu. Et j'ai insisté une troisième fois. J'ai dit, mais grand-père, mais je te pose quand même la question, pourquoi depuis le monsieur là t'a insulté, tu n'as pas répondu? Et mon grand-père, après un moment de silence, m'a répondu, il m'a dit ceci. Il m'a dit, Dossou, il y a des hommes, ils aiment jouer dans la boue. Il faut jamais les suivre dans la boue. Mais peut-être qu'il a le droit de jouer dans la boue, mais nous, on n'est pas obligé de jouer dans la boue. Le manque de sagesse dont il parle là, au Parti des démocrates. J'ai dit, il y a loisible de jouer dans la boue. Mais nous ne sommes pas obligés de jouer dans la boue. Il y a des problèmes au sein du pays plus sérieux. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'indice de développement humain qui ne s'est pas amélioré. C'est ça, c'est les questions qui nous intéressent. Lorsqu'on a décidé d'être acteur public, c'est qu'on a décidé de faire le sacerdoce. On a décidé de se préoccuper de la souffrance des autres. Et donc nous sommes dans cet élan. Nous n'allons pas laisser quelqu'un nous distraire. Très bien. Nous ne laisserons personne nous distraire. Alors, au moment où tout le monde appelle à la décrispation, ne pensez-vous pas que Yahi, à la tête du parti, va relancer la rivalité Talon-Yahi, alors que beaucoup souhaitent tourner cette page définitivement? Parce que vous pensez que c'est la chose la plus importante pour nos compatriotes aujourd'hui? Non. C'est surtout ce sur quoi les regards sont braqués désormais. Non, c'est ce que les détracteurs activent. C'est ce sur quoi zooment les détracteurs. C'est différent de ce sur quoi les regards sont activés. Quel devrait être l'idéal? Non, l'idéal pour nos populations, quand elles ont appris que le président Talon Yahi vient à la tête du parti Les Démocrates, je vous ai dit tout à l'heure, c'était un sentiment de joie, c'était un sentiment de clameur. Parce que, au-delà de tout, le président Yahi est humaniste. Au-delà de tout, le président Yahi est sensible à la douleur des autres. Beaucoup estiment qu'il s'est imposé à vous au parti Les Démocrates. Que répondez-vous à cela? Quand je parle dans vos micros, vous avez l'impression que j'ai la gorge serrée. Vous avez l'impression qu'il y a du feu derrière moi. Quand le président Éric Ndete a fait son interview sur la radio RFI, vous avez vu qu'il avait une pression? Vous avez vu qu'il avait un pistolet planté sur sa tempe? Non, absolument pas. Mais écoutez, le consensus a vaincu. C'est ça ce que les détracteurs veulent pas entendre. C'est que nous avons vaincu les prophéties de malheur. Il n'y a pas de guéguerre Talon Yahi dans notre projet de société. Parce que je continue de croire que le président Yahi, nous avons accepté qu'il puisse reprendre la tête du parti. Je vous l'ai dit tantôt, c'est la personnalité la plus influente du parti. C'est une personnalité efficace. En disant que c'est la personnalité la plus influente du parti, je ne suis pas en train de faire un désaveu aux autres personnalités. D'ailleurs, j'ai rendu longuement hommage au premier vice-président Ndete, au deuxième vice-président Achade, à tous les autres responsables à divers niveaux. Et donc, on n'a pas ce souci en notre sein. Pour nous, il n'y aura pas de guerre Talon Yahi. Parce que c'est pas de ça que nos populations ont besoin. Les auditeurs, si elles n'étaient pas rassurées, doivent être rassurées. Il n'y a même pas de confusion à entretenir à ce niveau. Parce que ceux qui entretiennent de telles informations, c'est ceux que ça nourrit. Parce qu'il y a des gens qui se nourrissent de la guerre des autres. Donc il n'y aura pas de guerre Talon Yahi. Personne ne va se nourrir de ça. Nous pensons que le peuple souffre. Nous pensons qu'on peut mieux vivre. Nous pensons qu'on peut mieux faire, tout en étant démocrate. C'est ce que nous proposons. Mais quel que soit ce que vous direz, quel que soit ce que vous allez faire, il aura toujours des choses à vous reprocher. Alors, bien avant la tenue même de ce premier congrès à Parakou, on a pu sentir une hyperactivité, oui, du président Thomas Boni Yahi. On l'a même récemment vu dans l'une de ses sorties à Malanville, vous en parliez tantôt, aux côtés des transporteurs, comme dans d'autres localités du Septentrion, décriant le mode de gouvernance Talon, en compagnie de certains députés des démocrates. Alors, cette interrogation, tout est si mauvais sous le régime de la rupture, Guy Dossou Mitokpe ou... L'arrivée, la visite de nos compatriotes qui souffrent à la frontière Malanville-Gaïa n'est pas une manière pour nous et pour le président Yahi de dire que tout est noir dans la République. C'est un fait. La souffrance de ces personnes est une réalité. Et donc pour nous, cette compassion que nous avons exprimée, nous n'avons pas seulement qu'exprimer cette compassion. Vous avez suivi avec moi, le président Yahi a saisi son ancien homologue, le président Olusegun Obasanjo. Et donc, de cette manière, nous touchons tout ce que nous pouvons toucher pour que cette crise puisse être décantée. Je vous l'avais dit tantôt qu'il est le seul qui a dirigé pendant 10 ans et aucune de nos frontières n'a été fermée. Et donc, il sait ce que c'est. Quand vous avez plus de 2000 camions garés à la frontière, des camions dans lesquels se trouvent des vivres périssables,
des camions dans lesquels se trouvent des médicaments, des camions pour lesquels les propriétaires perdent des milliers de nos francs chaque jour, des camions qui sont installés sur plus de 27 km. C'est une souffrance atroce de nos compatriotes, aussi bien du côté béninois que du côté nigérien. Et donc pour nous, on ne peut pas surfer sur le malheur des autres. On ne peut pas naviguer sur le malheur des autres. On ne peut pas prendre le malheur des autres pour avoir de la visibilité. Et donc, cette manière d'aller, c'était pas de faire de la politique, c'était effectivement d'aller exprimer notre compassion. Et nous sommes dans cette disposition et nous pensons que nous ferons tout. Nous allons apporter notre contribution pour que l'ouverture des deux côtés, aussi bien du côté béninois que du côté nigérien, puisse être une réalité. Nous n'allons pas danser sur le malheur des autres. D'accord, vous n'allez pas danser sur le malheur des autres. Est-ce que ces populations ne comptent-elles pas pour le président Thomas Boni Yayi? Oui, c'est pour cela que je dis que nous ne danserons pas sur le malheur des autres. Parce que le président Boni Yayi, en faisant ce déplacement, la belle vraie que je n'ai pas évoqué, les dons que nous avons faits. Pour moi, ce n'est pas le plus important, mais pourtant des dons ont été faits pour atténuer un peu la difficulté dans laquelle se trouvent ces populations. Mais le plus important, ce qui serait un hurrah de victoire pour nous, c'est que nous puissions constater que les frontières sont ouvertes. Parce que ceux de Malanville souffrent, ceux de Gaïa souffrent, les Nigériens souffrent, les Béninois souffrent. Si ce n'est pas notre activisme à refuser une intervention militaire, je crois que les choses ne seront pas celles que nous voyons. Donc nous avons fait autour un activisme pour exprimer notre compassion au peuple frère du Niger. Parce que pour nous, nous continuons de croire que les Béninois et les Nigériens n'ont aucun problème. Le peuple du Niger est un peuple frère, comme tous les autres peuples de la sous-région ouest-africaine. Alors, dites-nous, les démocrates comptent-ils aller aux élections en rang serré ou avec les autres forces de l'opposition pour ratisser l'âge, ou préfériez-vous faire cavalier seul? À ce niveau, vous me donnez l'occasion de parler du chef de file de l'opposition. Et cette disposition, une fois de plus, qui montre la mauvaise foi du gouvernement. Parce que, pourquoi? Oui, parce que le statut de l'opposition au niveau de l'article 8, il est dit que le parti qui vient en tête, si c'était une élection législative, le parti qui vient en tête de l'élection législative prend la tête de file de l'opposition. Et depuis près de 9 mois maintenant, le chef de l'opposition n'a pas été installé. Quelles sont les démarches que vous avez menées au parti? On n'a pas de démarche à mener. La loi dit, le président de la Commission électorale nationale autonome constate et saisit le président de la République pour désigner le chef de file de l'opposition. D'abord, c'est des dispositions avec lesquelles on n'était pas à l'aise. Mais on a dit, contre bon cœur, mauvaise fortune, nous le ferons. Et nous l'avons fait. Mais depuis bientôt 9 mois, le régime actuel n'a pas trouvé bon d'instaurer ou d'installer le chef de file de l'opposition. Parce qu'en réalité, c'est désormais comme une institution où le chef de file de l'opposition, et voilà, l'opposition reste dans son couloir, l'opposition reste dans un couloir où il y a des exigences pour l'opposition. Mais cela n'a pas été fait. Et donc, une fois de plus, 9 mois pratiquement après l'installation de la 9e législature, le chef de file de l'opposition n'est pas encore une réalité. Donc à ce niveau, la faute n'est pas au parti Les Démocrates. Nous continuons de parler avec les autres. Qu'auriez-vous souhaité? Non, il faudrait que le régime actuel puisse tout faire pour faire sortir le décret qui nomme le chef de file de l'opposition et qu'à ce décret, toutes les exigeantes plutôt afférentes à ce décret puissent être une réalité. Abordons la seconde manche de cette émission. À la date d'aujourd'hui, quels sont vos rapports, puisque vous parlez d'opposition, avec les autres partis de cette famille politique-là? Nous n'avons pas de difficultés avec les autres partis de l'opposition. Nous continuons de croire que dans une démocratie, l'opposition peut être plurielle. Mais une chose est claire, en fonction des lois en République du Bénin aujourd'hui, le parti qui dirige la tête de pont de l'opposition, c'est le parti Les Démocrates. Et donc cela voudrait dire que le parti qui est mieux positionné aujourd'hui pour parler au nom de l'opposition en République du Bénin, c'est le parti Les Démocrates. Mais cela ne nous empêche pas de parler avec les autres qui se sont déclarés de l'opposition. Une seule chose est sûre, nous avons nos portes ouvertes, nous continuons de parler avec les autres, mais nous n'allons pas nous laisser distraire. L'opposition divisée ne serait-elle pas du pain béni pour le présidentiel? Oui, encore que cette mouvance a des moments travaillé pour créer sa propre opposition. C'est pour cela que je parlais nous allons éviter toute distraction. Donc cette mouvance fait souvent... Quel aurait été l'intérêt justement du régime à travailler pour vous distraire? Vous qui a cédé à gérer le pouvoir en 2026. La session selon laquelle on dit diviser pour régner, c'est une assertion aussi vieille que le monde. Et donc le régime, depuis 2016, a montré que
il a des pratiques dans ce sens. Et nous avons aujourd'hui beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens, beaucoup d'éléments qui corroborent cela. Et donc, nous n'allons pas nous laisser distraire. Tous ceux qui pensent, qui sont de l'opposition, nous pouvons parler avec eux, mais nous n'allons pas nous laisser distraire. Docteur Guy Dossou Mitokpe, revenons à la gouvernance que vous dénonciez depuis une quarantaine de minutes, la gouvernance Talon justement. Qu'est-ce qui se fait en fait de bien sous Patrice Talon et que vous et le parti Les Démocrates avez pu remarquer depuis 2016? Ce qui se fait de bien sous ce régime, le parti Le Renouveau est mieux placé pour le dire. Le parti, le Bloc républicain est mieux placé pour le dire. Et le gouvernement, non seulement a deux partis siamois, mais il a même un porte-parole du gouvernement qui est payé pour le dire. Et donc, si quelque chose se fait de bien pour le compte de ce régime, je suis très mal placé pour en parler. Et donc, apparemment, depuis 2016, vous ne voyez rien, aucune ligne n'a bougé pour Dr Guy Dossou Mitokpe. Aucune. Saisissez l'UP Le Renouveau, saisissez le BA, ils vous le diront. Saisissez Léon Ngoumbedji, il vous le dira. Alors, le Bénin a abrité du 11 au 14 octobre 2023 à Cotonou la 43e édition du congrès de l'Association internationale des maires francophones, en abrégé AIMF. Plusieurs retombées sont sorties de cette rencontre, tant pour la NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, dirigée par Lucette Ondia Atoko, donc, que pour les communes membres. Votre appréciation sur le déroulement de ce congrès au Bénin? Oui, moi j'ai été un peu embarrassé. Pourquoi? Quand j'ai appris qu'il y a une telle organisation dans notre pays. Embarrassé pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, nos maires ne sont plus des maires en tant que tels. Et parce que nos maires n'ont plus véritablement de fonction de maire. Est-ce que nos maires, quand ils ont invité leurs collègues d'ailleurs, leur ont dit qu'ils n'ont pas certaines prérogatives? Est-ce que nos maires, quand ils ont invité leurs collègues d'ailleurs, leur ont dit que tout ce qu'eux ils font en République du Bénin, c'est célébrer des mariages? Ils devaient pouvoir le dire aux autres maires qui sont venus leur rendre visite. Mais à vous entendre, au-delà de la célébration des mariages, il y a des travaux administratifs qu'ils accompagnent. Quel texte le dit? Vous n'avez pas lu plutôt les prérogatives des secrétaires exécutifs des mairies? Mais les maires aujourd'hui en République du Bénin ne sont bien que pour célébrer des mariages. Ils devaient pouvoir dire à leurs confrères, je sais pas, ces confrères, vous dites non, oui, un collègue, mais des autres villes ou des autres pays qui sont venus au Bénin, que eux, en République du Bénin, ils ne sont bien que pour organiser des mariages. Et ils devaient se faire accompagner, chaque maire devait se faire accompagner d'un SE. Parce que ils vont prendre des engagements qu'ils ne pourront pas exécuter au Bénin. Ils vont prendre des engagements et les SE vont leur refuser l'application. Ils vont prendre des engagements et ils ne pourront plus répondre de ça devant leurs collègues maires. Donc, la première des choses, ils devaient pouvoir dire aux autres maires que non, vous avez voulu honorer notre pays, mais en réalité, c'est nous, on est deux, on marche à deux. Là où le maire, le SE doit être là, parce que ce que le maire dit, le SE doit pouvoir dire oui, on peut le faire ou non, on ne peut pas le faire. Je ne sais pas s'ils ont procédé ainsi. La deuxième chose qui m'embarrasse dans cette organisation, Cotonou, qui est la ville vitrine de notre pays, est une ville mal éclairée. Je me demande s'ils ont eu un peu la chance de faire connaître la ville à leurs collègues venus d'ailleurs. Vous savez, on a visité beaucoup de pays. En quoi Cotonou est mal éclairé, par exemple? Vous avez une fois visité Lomé, la nuit? Qu'est-ce qui fait la différence entre Lomé et Cotonou? En termes d'éclairage public, mais c'est le jour et la nuit. On nous dit que on a réglé le problème de l'énergie. Nous sommes sur de vous à nous et parlons sans langue de bois. Quand vous entendre, c'est comme si quand on circule à Cotonou, pratiquement il n'y a pas d'éclairage public. Ceux qui apprécient Cotonou la nuit, c'est qu'ils ne sont jamais sortis du Bénin. Ils n'ont jamais visité un autre pays à part le Bénin. Le pays est sans éclairage public la nuit. Vous prenez, comment on appelle, l'échangeur de Godomé pour aller à Kalavipota la nuit. Mais c'est la vallée de la mort. Ces choses que nous dénonçons, c'est pour le bien de tout le monde. Quand nos artères sont bien éclairées. Mais c'est pas pour la mouvance, c'est pas pour l'opposition, c'est pour le pays. Alors, parce que c'est la totale. Au-delà de ce que vous dénoncez, qu'est-ce que vous retenez en termes de retombées, en termes de coopération entre ces villes-là et les communes du Bénin? Non, d'abord, c'est eux qui doivent faire le bilan, le point de leur rencontre. C'est pas moi, je n'ai pas participé à cette rencontre. Vous avez suivi certainement les débats. Oui, c'est ce que je dis. Ils ne pourront même pas faire de point si les SE ne sont pas là. C'est une incongruité dans la décentralisation. À vous entendre, c'est comme si les maires sont allés à une balade de santé. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont quel pouvoir? C'est pas une affaire de faire mariage. Est-ce que la rencontre qu'ils ont fait avec leurs collègues maires de l'extérieur, c'était pour parler de mariage? Non, c'était pour parler de l'avenir des villes.
C'est les SE qui décident de tout. Et donc, s'ils ont fait leur rencontre sans qu'auprès de chaque maire, il y ait son SE, son binôme, écoutez, ils vont faire même le point après. Évoluons dans cette émission. Je rappelle pour les auditeurs qui viennent à l'instant de nous prendre au vol, qui sont à l'écoute de leur émission de décryptage de l'actualité sociopolitique de Vous à nous, tous les dimanches à partir de 9h. Et pour le compte de ce dimanche 22 octobre 2023, mesdames, messieurs, nous recevons pour vous le docteur Guy Dossou Mitokpe. Il est le secrétaire à la communication du parti Les Démocrates. Alors, au-delà de ces assises, le Bénin a également abrité d'autres grandes rencontres internationales, notamment l'organisation pour une première fois du championnat mondial de pétanque, de même que le championnat de Maracana. Un motif de fierté pour le Béninois que vous êtes, au moins à ce niveau-là? Je crois que le sport le plus apprécié de nos compatriotes, c'est bel et bien le football. Et à ce niveau, nous ne faisons qu'évoluer de déception en déception. Bon, si on peut avoir un lot de consolation avec le sport pétanque et le sport de Maracana, bon, je vais considérer que c'est un lot de consolation. Sinon, en réalité, le sport roi dans notre pays, bon, et d'ailleurs dans le monde, c'est le football. Donc, si c'est avec le jeu de pétanque et le jeu de Maracana, on a fait amende honorable, on va remercier le Seigneur. Ça a permis d'avoir les frais de mission et puis d'améliorer le quotidien de certaines personnes. Je l'ai dit tout à l'heure, si ça peut consoler certaines personnes, à nous aller. Soyons honnêtes sur ce plateau. Tout ce qui s'est fait depuis le début de ce championnat, vous ne trouvez aucune avancée, même ce championnat de pétanque là où le Bénin a pu en tout cas parler de lui. Je viens de dire ce que j'ai dit. D'accord. Alors, parlons du côté social cette fois-ci. Que pensez-vous de la cagnotte revue dans le microcrédit à l'AFIA qui passe de 50 000 francs CFA à 100 000 francs CFA? Docteur Guy Dossou Mitokpe. Oui, je vous l'ai dit, nous travaillons pour que les conditions de vie de nos populations puissent s'améliorer. Et donc, en parlant des microcrédits, vous me rappelez que c'est au temps du président Yahi que ces initiatives ont été mises sur pied. Et donc, si on peut les améliorer, je crois que c'est à l'actif des concepteurs. Et donc, nous, ce pourquoi nous pensons que nous devons continuer de faire notre combat, c'est beaucoup plus pour l'amélioration de vie l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Et donc, à ce niveau, nous continuons le combat. Maintenant, vous venez de me dire que ça passe de 50 000 à 100 000 francs CFA, oui. Bon, comment cela se ressent sur le terrain? Je constate avec vous que la vie devient de plus en plus chère et la vie devient de plus en plus dure pour nos compatriotes. Je ne sais pas s'ils ont déjà commencé à l'implémenter, mais nous, notre combat, c'est que nous devons tout faire pour que l'amélioration des conditions de vie de nos populations puisse être une réalité. Maintenant, si le gouvernement actuel a des initiatives dans ce sens, nous devons pouvoir le constater sur le terrain. Nous devons pouvoir constater quand nous discutons avec nos mamans. Elles doivent pouvoir nous dire, mais ça va un peu mieux que peut-être au temps du président Yahi. Donc, c'est pas ce que nous constatons. Vous devez sans doute avoir des parents proches à vous qui sont déjà certainement à la retraite. Dites-nous, en tant que citoyen, comment appréciez-vous la revalorisation des pensions de retraite? Oui, j'ai eu l'annonce, j'ai appris qu'il y a eu une amélioration à ce niveau, mais je suis en contact avec des retraités et leur pratique à mon endroit depuis des années. Je ne voudrais pas rentrer dans ces détails. C'est que leur pratique n'a pas changé à mon endroit. Ce que je faisais à ces personnes, je continue de le faire. Et je pense que si ces personnes avaient une amélioration de leurs conditions de vie, elles peut-être arrêteraient peut-être de me solliciter. Donc moi, je continue de croire que le plus important pour nous, c'est que nous puissions aller à cela, à l'amélioration de vie et de travail de nos compatriotes. C'est pas à marchander. Ce que nous constatons, c'est ce que nous disons. Et donc, c'est pas à nous de le dire. Mais est-ce que vous ne faites pas le constat sur le terrain de ce qui est fait? Est-ce que ce que moi je dis, vous ne le constatez pas sur le terrain? Alors, parlons des progrès enregistrés au plan infrastructurel par le gouvernement, notamment avec un de ces projets phares, celui du projet asphaltage, dont la deuxième phase démarre bientôt. N'êtes-vous pas fiers de constater que nos villes se modernisent au quotidien? Non, vous savez, ce qui se prépare, c'est un peu comme le repas de Tantale, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie. Vous savez, il y a beaucoup plus de cris que la réalité. La réalité, c'est quoi? Il a été dit depuis fin octobre ou fin septembre 2022, qu'en avril 2023, les travaux de construction de l'échangeur de Sika Toyota seraient une réalité. Mais nous sommes déjà pratiquement en fin octobre, mais rien n'est fait à ce niveau. Donc, il y a beaucoup d'annonces pour peu de réalisations.
Il y a vraiment beaucoup d'annonces pour peu de réalisations. Le ministre Khéromen, avant qu'il ne soit débarqué, j'ai suivi quand il votait le budget en 2022. Le ministre a dit, mars, avril 2023, nous commencerons la construction de la voie Carrefour Missirete et Alada. Est-ce que ce n'est pas dans un plan d'action certainement bien défini? Non, mais ils ont dit la période de démarrage des travaux, c'est sur quoi je mets votre attention. Et ce n'a pas été une réalité. Et donc, ces choses-là, ne me demandez pas de faire l'apologie de ces choses. Quand on fait beaucoup de bruit pour peu de réalisation, c'est pas à moi de faire l'apologie de ça. Concrètement, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a certaines rues, on prend par exemple le cas de la route des pêches et bien d'autres avenues où on sent réellement un changement comparativement à 2016? Mais quand quelqu'un est élu, c'est pour faire avancer le pays. C'est ce que je tente de vous dire. Vous tentez aussi de ne pas, vous feignez de ne pas me comprendre. Quand quelqu'un est élu, c'est pour produire des résultats. Mais quand au lieu de produire, quand vous dites que je vais faire 10 choses et que vous en faites 2 et que vous faites plus de bruit que les 10 choses, quand vous voulez que moi je dise que vous avez bien fait. Quand on est élu, c'est pour produire des résultats. Mais quand vous dites que je produirai des résultats et que vous êtes sur l'échelle de 10, vous êtes à 1,50 et vous vous comportez comme quelqu'un qui a réalisé 12 sur 10, pourquoi vous voulez que moi je vous applaudisse? C'est ce que je constate. Docteur Guy Dossou Mitokwe, dites-nous les points qui devraient être améliorés dans la gouvernance Talon. Non, la première des choses, je crois que durant toute l'émission j'ai eu à le dire, la première des choses c'est que nous devons impérativement faire de ce dialogue demandé par les différentes forces vives, c'est-à-dire principalement l'opposition, que nous devons faire de ce dialogue une réalité. Le gouvernement actuel doit faire l'effort que nous puissions aller à la désescalade. Parce que on a l'impression qu'il n'y a pas d'escalade, on a l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des pays, mais il y a que nous devons nous parler. N'êtes-vous pas au parti les démocrates et certains parmi vous responsables et coupables et comptables même, disons-le, des dérives que vous reprochez aujourd'hui au régime actuel? En quoi faisant? Si vilaine habitude il y avait, je crois que c'est la raison fondamentale pour laquelle ils ont parlé de rupture. Ils ont parlé de rupture parce qu'ils ont estimé qu'il y avait un certain nombre de pratiques desquelles nous devons pouvoir nous détacher. Mais on a l'impression qu'ils ont multiplié par N ce qui était dénoncé comme mauvaise pratique. Au niveau de beaucoup de points, nous pouvons le citer. D'abord, au niveau démocratique, ils ne sont même pas à l'ordre du jour. Le docteur Guy Dossou Mitokwe sera-t-il candidat pour les prochaines législatives? Non, d'abord, moi je suis comme un soldat. Moi, je respecte la discipline du groupe. Moi, je respecte les décisions du parti. Moi, je fais ce que le parti me demande. Et moi, je fais ce qui semble être bon pour le parti et pour le pays. Moi, je suis aujourd'hui à la disposition du pays. Je suis à la disposition du parti. Et donc, il n'y a pas de raison que je puisse zoomer sur une ambition personnelle et sans l'avis du groupe. Et donc, pour moi, la chose la plus importante, et il faut aller dans le sens de l'intérêt commun. Il faut aller dans le sens de l'intérêt du groupe et puis le reste, on aura le temps d'en parler. Qui sera le candidat des démocrates pour 2026? Non, si je vous le dis actuellement, je suis un menteur. On n'a pas encore, parce que nous estimons que à peu près 2 ans des élections générales de 2026, ce serait précoce de dire aujourd'hui qui sera notre candidat. Mais nous travaillons à ce que celui qui sera proposé comme candidat soit vraiment une proposition consensuelle et puis que ce sera vraiment quelqu'un qui non seulement connaît le pays, mais quelqu'un qui fera tout pour nous garantir les chances de succès en 2026. D'accord. Faisons un tour, si vous le permettez, dans votre passé politique. Dites-nous pourquoi avoir quitté le parti Restaurer l'Espoir. Bon, vous me ramenez quelques mois en arrière. Oui. C'est toujours avec un pincement au cœur que j'en parle. Parce que pour le peu, moi, le parti Restaurer l'Espoir m'a donné beaucoup de choses. Le parti Restaurer l'Espoir m'a formé. Je voudrais profiter de votre micro pour rendre un hommage au président candidat Zanaï, même si par le passé, quand j'ai eu à le faire, il a appelé ça persiflage. Je voudrais dire que c'est pas un persiflage. Je suis très sincère quand je le dis, parce que je l'avais mis au rang de paix, même s'il a refusé qu'il ait été mon mentor. C'est toujours difficile pour moi de parler du parti Restaurer l'Espoir parce que j'ai vécu beaucoup de choses avec le parti Restaurer l'Espoir. Je continue de garder beaucoup d'amitié
et de fraternité avec ceux avec qui j'ai fait le parti Restaurer l'Espoir. Et donc pour moi, c'est toujours avec une gorge pratiquement nouée que j'en parle. Parce que je garde un très bon souvenir de mon passage au sein de ce parti. Et au risque qu'on me tasse à nouveau d'être persifleur, mais je vais quand même le dire, j'ai beaucoup appris avec le président Zenaï et j'ai beaucoup appris avec les autres responsables au sein du parti. Et donc pour moi, aujourd'hui, il est hors de question que je puisse tirer à boulet rouge sur le parti. Il était temps que je parte pour ne pas m'embrouiller avec le président Zenaï. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris que l'atmosphère devenait un peu lourde. Et puis, de l'autre côté, j'avais voulu aussi rejoindre un groupe plus grand. Voilà, un groupe plus grand pour continuer le combat. Mon souci n'était pas le souci de la biche qui a soif et qui doit aller à la rivière. Mon souci était plutôt celui du lionceau qui pense qu'il devait retrouver ses marques pour continuer la lutte. Et donc, pour continuer cette lutte, il fallait que je retrouve un parti au sein duquel je pourrais exprimer, continuer ce combat. Je continue de croire qu'aujourd'hui, j'appartiens au parti Les Démocrates. Aujourd'hui, je suis secrétaire à la communication du parti Les Démocrates. Je travaille pour que notre parti, nos actions au niveau du parti Les Démocrates puissent être mises en exergue. Je travaille pour que nous puissions aider davantage nos populations. Et je l'ai dit, j'ai totalement la gorge nouée quand il s'agit de parler de mon ancien parti. À quelles conditions, avant de finir cette émission, serez-vous prêt à accepter, par exemple, une nomination éventuelle du président de la République si l'occasion vous était offerte? Non, les lois actuelles en République du Bénin ne l'autorisent même pas. Les nouvelles lois disent que aucun opposant ne peut se retrouver dans un gouvernement. Et c'est même pour ça que je dénonce le régime quand je dis qu'il fait un double standard en ce qui concerne l'application des lois. Parce que la loi sur le chef de file de l'opposition, le décret devait sortir depuis. Et donc, ce décret n'est pas sorti et le régime semble ne pas s'en inquiéter, ce qui n'est pas bien. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps. Je l'ai dit, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant, que reste-t-il à améliorer sur cette question-là du système partisan, selon vous? Sur la question du système partisan, j'ai vu nos amis des FCBE faire, je crois, une rencontre. Je ne sais pas si c'était hier, à Grand Popo. Ils ont dit qu'ils souhaiteraient que les lois soient révisées sur le système partisan. Si les lois doivent être révisées sur le système partisan, je crois que c'est peut-être que c'est toute la classe politique qui doit en parler. Moi, actuellement, ce que je peux dire, c'est que les lois, la majeure partie des lois en vue du Bénin aujourd'hui sont les lois chrysogènes. Il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, nous faisons l'effort de nous conformer, même si en son temps, on a dénoncé. Et donc, est-ce que le système partisan, la loi est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? On aura le temps d'évaluer après. Nous sommes à la fin. Quel sera votre mot de fin pour conclure cette émission, Dr Guy Dossou Mitokwe? Je vais d'abord vous remercier pour votre invitation. Je vais saluer les auditeurs de votre radio, PIS FM. Je vais saluer le peuple béninois. Je vais remercier le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne et pour l'esprit de combativité qu'il nous donne de continuer cette lutte pour le bien de notre pays. Parce que nous faisons un travail d'avant-garde. Nous refusons que ce pays puisse connaître des lendemains dangereux. Et donc, si le pays ne doit pas connaître des lendemains dangereux, c'est aujourd'hui qu'il faut dénoncer. Et il faut aller sur une base de justice. Je voudrais nous encourager, partout où nous sommes, de faire la promotion des valeurs. Parce que le problème à la base de nos nations, de nos républiques, c'est le problème des valeurs. Et donc moi, je continuerai, nous au sein du Parti Les Démocrates, on continuera de faire la promotion des valeurs. Merci à vous, Dr Guy Dossou Mitokwe. Merci pour toutes ces clarifications. Il faut le dire, le Parti Les Démocrates a tenu le week-end écoulé son premier congrès ordinaire. C'était à Parakou. À la suite, il y a eu de grandes résolutions qui ont été prises. Désormais, Thomas Boniaï est le président de ce parti politique de l'opposition au Bénin. Merci à tous de nous avoir suivis, mesdames, messieurs, pour le compte de ce dimanche 22 octobre 2023. On recevait pour vous en studio, donc je l'annonçais, Dr Guy Dossou Mitokwe. Il est le secrétaire à la communication du parti Les Démocrates. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, c'est Jordi Hunyovi qui a assuré la partie technique. À ce micro en direct, je suis Aziz Adam Souley. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre invité de poigne, toujours avec le même plaisir.